Oui, alors je vais vous dire pourquoi j'enregistre, bien qu'on enregistre d'ordinaire, plus ou moins bien, mais c'est parce que à cette séance, j'aurais voulu qu'assiste une dame qui s'appelle Michel Echter, qui est la nièce de Mihail Sebastian, et elle peut pas parce qu'elle est partie de Paris hier, et elle m'a demandé d'enregistrer. Mais je vais vous la rendre présente en vous lisant un texte qu'elle a écrit. Alors, il y a quelques années, en 96, est paru, ou 95, paru en Roumanie d'abord, le journal de Mihail Sebastian, né Iosif Echter, qui a provoqué en Roumanie beaucoup d'émoi parce que dans ce journal tenu de 1935 à sa mort, enfin presque sa mort, à la fin de 1944, Sébastien racontant, comme on le fait dans un journal, ses diverses émotions, ses activités, ses fréquentations, jetait un jour très particulier sur certains de ses amis qui, au tournant des années 30, sont devenus d'extrême droite, ont été attirés de plus en plus par le mouvement dit des gardes de fer, qui est un mouvement fasciste roumain, d'une droite antisémite, pro-hitlérienne et assez adepte de la violence. Et il y avait en particulier trois personnages avec qui Mihail Sebastian était ami, qui était un philosophe pas très connu en France, ou philosophe, disons, de la politique, qui était Nae Ionescu, une espèce de disciple de Spengler, de Carl Schmitt, de Heidegger. Mircea Eliade, le grand philosophe des religions, historien des religions, et Émile Cioran, alors qui ont eu ensuite Nae Ionescu est mort avant les années 40. Eliade a émigré, il a été nommé à Lisbonne et il est devenu ce grand historien des religions reconnu internationalement et respecté, etc., professeur à Chicago. Et Émile Cioran est devenu un écrivain français de premier plan dont Alain Finkielkraut pense que c'est un très grand écrivain français. Alors, ça a provoqué un choc en Roumanie parce que le public roumain s'est trouvé, en quelque sorte, je dirais pas public intellectuel, non pas dépossédé, mais enfin attaqué dans ce qu'il avait de plus cher, ces écrivains reconnus. Alors, puis le journal a ensuite été publié en France, il a été republié quelques années. Moi, quand je l'ai lu, je dois dire que j'étais très sensible à cet aspect, bien sûr, mais j'ai surtout extrêmement séduit par ce journal, par la façon dont les événements, les émotions d'ordre très divers sont entremêlés, juxtaposés, entrent en résonance, ou bien au contraire, selon une sorte d'alternance qui est essentielle là-dedans, comment un domaine repose de l'autre, ou délasse, ou apporte un répit, comment l'écoute de la musique, la vie amoureuse repose de l'angoisse causée par ce climat antisémite de plus en plus angoissant et invivable, puisqu'il se manifestait par des mesures légales de l'État à l'égard des Juifs. Ou bien, inversement, la façon dont la guerre, lorsqu'elle se déclenche au moment par exemple, de la chute de Paris en juin 40, ou bien du déclenchement de la guerre de l'Allemagne nazie contre l'Union soviétique, guerre dans laquelle la Roumanie, alliée de Hitler, était impliquée, dont la guerre, de façon paradoxale, le délasse d'autres types d'angoisses qui sont ces angoisses personnelles. Alors, j'étais très intéressé par ça. Je dois dire que c'est pas moi qui ai insisté pour qu'on parle de Mihail Sebastian, qui est pas très connu. C'est Patrick Hochard qui est là. C'est lui qui a insisté, donc c'est lui qui est responsable. Et
je le dis parce que qu'on ne pense pas qu'il s'agit d'obsession de ma part. Et c'est lui qui a attiré mon attention, je vais y venir, si je permets, sur certains aspects de la personnalité ou de la personne de cet auteur, de cet homme, qui pose problème et qui peut-être aide à éclairer qui il a été. Alors, je voudrais, avant de donner la parole, si j'ose dire, à Michel Echter, je voudrais dire que ici, comme, et je suis d'accord avec Patrick, je crois là-dessus, comme dans l'émission que j'avais faite avec Alain Finkielkraut face à Alain Paruit, le traducteur de Sébastien, j'aimerais qu'on parle à la fois du journal et de ce roman qui s'appelle L'Accident. J'avais essayé de dire ça à Finkielkraut, qui a dit « Ah oui, c'est extraordinaire, je vais le lire immédiatement », mais ça lui était totalement indifférent, ce roman. Or, je trouve ce roman tout à fait passionnant, séduisant, charmant, éclairant, mystérieux aussi à beaucoup d'égards, et je voudrais pouvoir parler des deux à la fois, si c'est possible. Alors maintenant, pourquoi Michel Echter? Donc, je lui donne la parole. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en Allemagne, en Bavière, il y a un prix des Geschwister Scholl, du frère et de la sœur Scholl, de Hans et Sophie Scholl, qui étaient ces deux jeunes gens tout à fait remarquables, qui ont résisté au régime hitlérien en distribuant des tracts et qui ont été décapités en 1943. Donc il y a un prix. Ce prix a été attribué au cours des années à différentes personnes. J'ai noté la liste parce que c'est pas mal. Et ça va dans un certain type de préoccupations qui sont très importantes dans le public allemand, à savoir le souvenir de ce qu'a été l'Allemagne nazie et de ce qu'elle a accompli. En 2002, c'était Raoul Hilberg. En 2004, c'était Swazig Aaron, qui est une jeune femme qui avait écrit un roman à partir du retour des camps, qu'elle n'a pas vécu. C'est Mikhail Sébastien en 2006, c'est Anna Politkovskaya en 2007, la journaliste russe qui a été assassinée, qui faisait des enquêtes sur la Tchétchénie, et en 2008 c'était David Grossman, et en 2009 je sais pas. Alors, donc Michel Echter est allé à je sais pas où, à Munich, et elle a reçu le prix en tant qu'ayant droit, héritière de son oncle, et elle a dit ceci, que je traduis parce qu'elle a parlé en anglais, ne parlait pas en allemand. Je suis très touché de pouvoir vous remercier en personne pour la récompense attribuée au journal de mon oncle, de la part de ma sœur Dominique, qui était, de ma cousine Miki et de sa mère Béa, qui ne pouvait pas être là. Ni ma sœur, ni ma cousine, ni moi n'ont connu notre oncle Mihai, qui est mort avant notre naissance. C'est pourquoi, quand nous avons appris que vous aviez choisi le journal Sébastien pour ce prix prestigieux, nous avons pensé à ceux qui étaient de sa génération, nos pères, Pierre, Poldi, qui apparaît très fréquemment dans le journal, qui habitait à Sceaux, avec qui j'étais en relation, ce que j'ai fini par comprendre après, et Beno, l'autre frère, qui lui vivait en Roumanie pendant assez longtemps, on va l'apprendre. Tous deux sont morts sans avoir jamais pu imaginer qu'un tel honneur pourrait leur revenir. Leur satisfaction et leur fierté auraient été incommensurables. Il a fallu du temps jusqu'à ce que l'originalité de la voix de Sébastien puisse être appréciée et comprise. Il a fallu du temps jusqu'à ce que sa vigilance, sa résistance solitaire et douloureuse, ses souffrances intimes, sa douleur touchant à ses ex-amis, auxquels j'ai fait allusion à l'instant, puissent trouver un public et être récompensés par ce prix. Je voudrais prendre quelques moments pour vous donner un bref aperçu de la longue histoire familiale compliquée qui touche à ce texte. Quand Beno, donc l'un des
deux frères de Mihail, a quitté la Roumanie en 1961, c'est-à-dire un moment où l'émigration était possible. Il a emmené avec lui en France les manuscrits de son frère. Mon père, donc Poldi, Pierre, Poldi, celui qui était médecin sceau, avait déjà émigré en France avant la guerre. Il a survécu malgré son incarcération au camp de Drancy, dont il a pu s'échapper, auquel il a pu échapper en 1943. Mihail, ou Mihai, comme on veut, avait rédigé ce journal sans aucune intention de le publier au début des années du nazisme et pendant les années de guerre qui ont suivi, alors que la Roumanie était membre de l'Axe et que les lois raciales avaient commencé à s'abattre sur les Juifs. Ce journal devait être strictement personnel, et mon oncle Beno, qui à l'époque était en compagnie de Mihail à Bucarest, était intransigeant sur le fait que ce journal devait rester strictement privé. D'un autre côté, mon père, Poldi, pensait qu'il valait la peine de le faire publier, d'autant plus que, à l'époque, un film avait été réalisé, fondé sur une des pièces de Mihail Sébastien, film qui s'appelle L'Étoile sans nom, film que j'ai vu, avec Marina Vladi et Claude Rich, film à l'occasion duquel d'ailleurs Marina Vladi est allée en Roumanie et tombée amoureuse de l'éclairagiste, ou un mec comme ça, enfin, c'est Marina Vladi, quoi. Bref. Et qu'une autre pièce de Sébastien avait été traduite et représentée à Paris. Poldi était conscient de la valeur historique du journal et sensible à ses qualités littéraires. Étant, comme l'était Mihail, un ami proche d'Eugène Ionesco, qui est très présent dans le journal, qui était à Bucarest pendant ces années-là, jusqu'à ce qu'il lui aussi puisse émigrer en France pendant la guerre, pour être attaché à Vichy, à une vague légation dans des fonctions culturelles. Étant ami de Ionesco, Poldi sonda les milieux littéraires sur la possibilité d'une publication et reçut l'avis, l'opinion, dont on ne sait pas exactement de qui, d'oublier la question. Cela n'intéresserait personne en France, c'était trop étranger et trop provincial, trop particulier. Bien entendu, c'était loin d'être la raison véritable. En fait, le journal, comme je l'ai dit à l'instant, révélait les engagements politiques de quelques personnages roumains célèbres en France, Mircea Eliade et Stioran parmi d'autres, qui étaient liés avec cette garde de fer, mouvement extrêmement violent et pro-nazi. Personne ne souhaitait remettre au jour ce type d'engagement. Poldi et Beno, donc les deux frères de Mihail, s'étaient souvent disputés violemment sur la question de savoir s'il fallait ou non publier ce journal. Mais nous, c'est-à-dire les filles, nous étions jeunes et ces problèmes concernant un oncle mort étaient loin de nous. De plus, nous ne connaissions pas vraiment le roumain. Plus tard, nous avons compris sur quoi portait cette dispute. La peur de Beno était qu'en publiant le journal, de vieilles blessures soient ravivées et que son frère Mihail soit de nouveau attaqué, d'une part par des juifs qui déjà le blâmaient de ne pas être un sioniste convaincu et d'avoir des amitiés d'extrême droite en plus, d'autre part par les communistes au pouvoir en Europe de l'Est et bien entendu en Roumanie. Mon père
plongé dans la culture française depuis si longtemps, restait convaincu qu'il fallait négliger tous ces arguments. Vers la fin de sa vie, il était si sûr de sa décision qu'il avait même commencé à traduire le journal. Il est mort en 1979 après avoir traduit seulement quelques pages. Beno, donc l'autre frère, refusait de revenir sur son opinion et décida d'ignorer les propositions qui commençaient à venir de la part de gens qui avaient entendu parler de l'existence de ce journal. Quand Beno lui-même mourut en 1991, les manuscrits devinrent notre possession, à ses deux filles et à leur cousine. Un ami de M. Volovitch, c'est un type, Léon Volovitch, c'est un type qui vit maintenant en Israël, qui est un juif roumain qui a beaucoup fait pour l'étude de cette période. Donc un ami de M. Volovitch, qui n'est pas nommé, un homme tout à fait extraordinaire, vint de New York pour nous voir et nous demander si nous accepterions de faire publier le journal à Bucarest. Il trouva les mots pour nous convaincre et dit que un très grand nombre de gens à New York, à Tel Aviv, à Bucarest, à Paris attachaient beaucoup d'importance à ce document. Nous tombâmes d'accord sur des conditions. Nous qui étions de la génération suivante, nous avions le plus grand désir de révéler ce qui avait été dit et écrit sur cette page peu connue de l'histoire. De plus, pour être tout à fait honnête, nous étions aussi intensément curieuses de le lire. Après la première publication en Roumanie en 1996, tout est allé très vite, donc il y a eu cette traduction en français, il y a eu une traduction en Allemagne, en Klassenverlag, et ce prix. Et donc, elle ajoute, nous sommes très touchés que ce témoignage, en admettant que ce soit ça, le livre de notre oncle concernant les années sombres dans la vie d'un juif roumain, un intellectuel juif roumain, ait trouvé en Allemagne un accueil aussi chaleureux. Nous sommes fiers, comme Mihail et ses deux frères l'auraient été, qu'un prix fondé en l'honneur de deux courageux opposants au régime nazi récompense ce livre. Bon, ça c'était en 2006. Donc je voulais vous faire entendre ça, qui éclaire l'histoire de la transmission du manuscrit. Alors maintenant, pour entrer dans le sujet... Je voudrais juste rajouter un personnage que tu as dit, la triade, effectivement, Eliade, Ionesco et Nae Ionesco. Mais il y a un autre personnage qui apparaît de manière plus intermittente, effectivement, dans le journal, et qui a eu une certaine importance, effectivement, après. Donc c'est en fonction, justement, de ça que les craintes au moment de la publication c'est ce qu'il appelle ici, donc, Dinu Noïka, Constantin Noïka, qui est passé après, justement, donc, pour un philosophe plus ou moins dissident du régime, sous le régime Ceausescu, etc. Donc, c'était aussi une des gloires roumaines, enfin, je veux dire, après 90, si tu veux, une des gloires, justement, de la Roumanie, qui se trouvait, non pas d'ailleurs salie d'une certaine façon, mais enfin, dont on rappelait, du moins, donc, le passé gardiste. C'est vrai d'ailleurs, même Alexandra Leniel-Lavastine, qui a beaucoup fait pour faire connaître ce journal, avait fait des entretiens avec Noïka, ou un livre sur Noïka, ou une thèse sur Noïka, qui était considéré comme un grand penseur, disons, de l'envergure de Heidegger. Absolument raison. Bon alors, voilà comment moi je propose comment on peut regarder à la fois, d'une part, un journal de cet homme qui a quelques années, il était né en 1907, donc en 1935 il avait moins de 30 ans, et en 1945, quand il est mort, il avait 38 ans, quelque chose comme ça. Donc, qui enregistre au jour le jour, avec des périodes pendant lesquelles, soit parce qu'il est déprimé, parce qu'il a autre chose à faire, il n'écrit pas un journal, et d'autre part un roman qu'il a publié en 1940, qui est un roman, à certains égards, relativement frivole. Parce que c'est un roman dans lequel il y a trois personnages, et on pourrait dire presque trois plans presque séparés, deux femmes et un homme. Alors, il y a, comme les gens n'ont pas lu, j'en dis deux mots, il y a une blonde qui s'appelle Anne,
avec ou sans E à la fin, parce qu'elle change de nom à un moment, qui est peintre. Comme elle est blonde, alors vous savez, elle est blonde, donc elle est frivole, coquette, elle couche avec tout le monde, et elle est très répandue dans Bucarest. C'est un peintre qui ne manque pas de talent. Il y a deuxièmement une brune qui s'appelle Nora, qui est prof de français, beaucoup plus sérieuse. On pourrait dire plus sentimentale, sans doute plus sensuelle, dans la mesure où la première, Anne, tout en étant coquette et aimant séduire, n'est pas extrêmement sensuelle, c'est ce qui est dit. Et puis, il y a un homme de 30 ans, avocat, comme l'était Sébastien, qui, lui, est extraordinairement séduit par la coquette, parce qu'une coquette, c'est fait pour ça. Donc il est extrêmement amoureux d'elle, tout en sachant qu'elle a eu et qu'elle aura et qu'elle a en même temps que lui beaucoup d'autres aventures avec d'autres hommes. Il est mordu par la jalousie, on pourrait dire d'une façon proustienne, même si ensuite on va essayer de distinguer l'atmosphère proustienne ou l'analyse proustienne et l'analyse de Sébastien. Et puis il y a l'accident qui donne son titre au roman, c'est-à-dire que un jour, Nora, cette prof de français dans une institution, tombe du tramway. Et tombant du tramway, là vous avez le passage qui se trouve dans le premier chapitre du roman. Tombant du tramway, elle est dans la neige, sa jupe a glissé. Voilà, elle est un peu nue, elle est blessée, un petit peu blessée, et il y a des gens autour d'elle. Et parmi ceux qui sont au-dessus d'elle, en quelque sorte, puisqu'elle est allongée dans la neige et qui la regardent, il y a un personnage qui la frappe, on pourrait dire, par son indifférence, par quelque chose d'indifférent et d'insaisissable, de la même façon que, comme je vous l'ai dit, alors on peut en lire un peu, après tout, hein. Mais alors, faut que tu m'aides à trouver les pages parce que c'est pas simplissime. Ah, c'est à la fin, ça, parce qu'il y a le journal d'abord. Oui, non, mais. 12, 14. Hein. Ouais, alors, c'est ça. Attendez, voilà, 12. C'est la fin des photocopies parce qu'il y a d'abord les photocopies sur le journal. Vous arriverez à trouver la page 12. Oui, c'est ça. Après, c'est le roman, mais c'est pas indiqué. Enfin. Oui, mais ça va, vous êtes capable de trouver la page 12. Oh là là, ça m'énerve. Donc, qu'est-ce qu'il y a en haut de la page 12? Il y a le regard d'Anne qui perçoit. Elle sentit un sourire flotter dans le soir, et sans bien lever la tête pour le recevoir en face, elle eut la certitude que ce sourire appartenait à l'homme à la voix indifférente. Et, bon, il y a d'autres personnes qui parlent. Et puis, à nouveau, trois paragraphes plus bas, elle entendit à nouveau la voix de l'autre, une voix jeune, un peu sourde, un peu paresseuse. Et puis, un peu plus bas, dans la même page 12, elle cherche quelqu'un qu'elle connaisse. Alors, elle ne peut pas se relever toute seule. Elle jeta un coup d'œil à la ronde, cherchant une éventuelle figure connue parmi ces visages gris. Elle finit par s'arrêter sur l'homme dont elle avait remarqué la voix nonchalante. Elle le reconnut à son regard indifférent, qui ne ressemblait que trop à sa voix. Et donc, elle le sollicite pour qu'il l'aide à se redresser, puis à aller dans une pharmacie, la page 13, elle lui dit « Vous voulez bien m'accompagner ?» On lui dit qu'il faisait la grimace, il est réticent, il n'est pas immédiatement pressé, séduit par cette femme qui le drague un peu. Non, au contraire, elle semblerait ça le rassurer, elle lui prend le bras, etc. Et donc c'est elle qui prend l'initiative, et un peu plus bas, son compagnon ne faisait aucun effort pour cacher son déplaisir, il se taisait obstinément, absent, c'est ce absent qui est très important. Si on veut utiliser ce texte pour approcher Mireille Sébastien, alors elle essaye, la fille, c'est une fille quoi, elle essaye de s'appuyer un peu sur lui, il se laisse pas tellement faire. Page 14, il est mal élevé, mais j'ai besoin de lui. Elle ne se laissait pas intimider par sa goujaterie réelle ou supposée, mais enfin qui fait partie. Bon. Et puis, il est décrit un peu plus dans le paragraphe suivant. Elle n'osait pas lui dire qu'il faisait trop grand pas. Elle pouvait le regarder en biais de profil sans qu'il s'en aperçoive. Un type effacé, aux traits indécis, plutôt jeune, mais sans âge défini, plutôt blond, mais sans couleur précise.
Il se taisait toujours, muré dans un silence au long cours, un silence clos, résistant à mort. Je ne veux pas dire que Mihail Sébastien était comme ça, hein, je précise, mais que, au fond, la question que je cherche à poser à partir de ces lectures, c'est comment est construit le personnage de Paul. Et donc elle se pose des questions, mais alors, et elle parle, de nouveau il a un air absent, voilà. Bon, il se prête quand même à sa demande, il va pour elle à la pharmacie, et puis pour finir, il la raccompagne chez elle. Alors elle se fait couler un bain, enfin vraiment elle hésite devant rien, en laissant la porte de la salle de bain entrouverte, en lui, voilà, bon, enfin lui il finit par s'en aller, elle le rattrape, bon, finalement il se laisse prendre, on pourrait dire, au jeu de cette femme qui l'a remarqué à cause de cette indifférence attirante, cette indifférence dont elle sent que ce n'est pas de la simple indifférence, que derrière cette indifférence, il y a quelque chose. Ça va jusque-là? Bon. Non. Bon, alors, il y a un passage tout à fait, enfin, que j'avais remarqué, que Patrick a remarqué aussi, du journal, c'est au moment où le roman est paru, il l'a fait lire à diverses personnes, il était d'ailleurs assez angoissé avant et après avoir entendu les réactions à ce roman, qui n'étaient pas nécessairement enthousiastes, roman qui n'a pas eu d'ailleurs un grand succès, ou pas autant qu'il aurait voulu. De toute façon, c'était en 1940, c'est-à-dire à une époque où lui, en tant que juif, était déjà interdit de beaucoup de choses dans la Roumanie de l'époque. Mais il y a une réaction de sa mère, c'est ça que, bon, je ne veux pas la retrouver, peu importe, mais sa mère lui dit... mais c'est terrible, tu vas la retrouver parce que c'est très fort, mais sa mère lui dit, oh si, je vais le chercher, 1940, allez. Ouais, c'est 244. C'est vraiment bon. Donc tous ses amis lui disent, ah ouais, il y a ça, ouais. Maman, qui a lu hier soir 200 pages de l'accident, me dit qu'elle n'a pas fermé l'œil de la nuit tellement elle s'est fait du mauvais sang. Comment peux-tu aimer et souffrir autant, me demande-t-elle. Et je ne parviens pas à la convaincre que je ne suis pas Paul, qu'Anne n'existe pas, que Nora est une invention, que rien de ce qui figure dans le roman n'est réellement arrivé. Bon, c'est une déclaration importante, on n'est pas nécessairement obligé de la prendre d'ailleurs au pied de la lettre, parce que Paul est évidemment construit à partir de Sébastien lui-même, de même que Anne est construite, la blonde coquette est construite à partir d'un personnage, non pas de peintre, mais de comédienne, Lénie Kaller, qui était juive d'ailleurs, et dont le journal témoigne que Sébastien a été très épris d'elle, d'autant plus épris qu'elle était justement insaisissable, c'est-à-dire à la fois impudique, se donnant à lui sans problème, mais se donnant sans se donner, ou s'offrant sans se donner. Je sais pas, enfin, c'est ça le truc. Oui, d'ailleurs, dans la page d'après, si tu veux, il y a la réaction du mari de Lénie, dans la réalité, si j'ose dire, et c'est la seule réaction qui soit chaude, en quelque sorte, à la lecture de son roman, parce qu'il fait lire le roman à tous ses copains, etc., bon, qui sont... Il a aucun succès, enfin, ils sont plutôt tièdes, en quelque sorte. Mais là, il a une réaction de Froda, donc, qui est le mari de la comédienne, Lénie, dont il est, bon, sans doute question dans Anne, dans la Anne du roman, bon. Et lui, il a bien compris, parce qu'il y voit justement quelque chose de personnel, etc., etc., et c'est terminé en disant, effectivement, il y a quelque chose, il se sent impliqué dans le livre, un sentiment personnel, il s'est impliqué dans le livre. Oui, oui. C'est ce qui l'intéresse, effectivement, davantage de Sébastien, etc. Ce qui est bien avec Patrick, si je peux dire, c'est que il y a un problème très compliqué avec les textes, c'est qu'ils sont un roman, mais même un journal, c'est successif, c'est temporel, ça se lit dans le temps. Un peu comme la musique. Mais bon, en même temps, ça doit être simultané, c'est-à-dire qu'on peut disposer de l'intégralité du texte, le relire. Mais c'est très difficile de d'avoir le regard de Dieu où tout serait
vraiment simultanée, on pourrait repérer. Et Patrick a presque le regard de Dieu, c'est-à-dire qu'il se souvient où c'est. Non, mais sans déconner, il se souvient où c'est. Donc, c'est pour ça que je l'ai transformé en esclave, parce que j'ai vraiment besoin de cette présence des textes dans... Enfin, je l'ai éprouvé avec beaucoup d'autres textes, avec la République de Platon. C'est vraiment extraordinaire, parce que là, on y est... Bon, très très difficile. Alors, donc, ma question, ça serait, comment est construit le personnage de Paul, ou plus exactement, et de façon un peu plus large, comment est construit, mais pas au sens d'un artifice, mais au sens de peut-être d'une nécessité vitale, le personnage qui a permis à Mihail Sébastien de tenir son journal comme il l'a tenu. Je vais essayer d'être encore plus précis. Pourquoi ce journal de Sébastien a une telle force ? Pour des raisons, on pourrait dire, conjoncturelles, comme on a dit tout à l'heure. Il se trouve qu'il était dans une situation particulière, c'est-à-dire d'être un intellectuel juif sensible, donc par définition, même s'il ne l'avait pas voulu, mais il le voulait. Il était sensible au tournant qui a été pris depuis longtemps par la politique roumaine et qui s'est accentué au milieu des années 30, il y était sensible, et en même temps, il était lié de façon extrêmement intime et amicale avec certains des intellectuels les plus éminents de l'extrême droite roumaine. Alors pourquoi ? C'est ça la question. Comment se fait-il qu'il ait pu occuper cette position ? Qui est tout à fait frappante parce qu'il y a de nombreux passages, par exemple, il a des conversations avec Mircea Eliade ou avec Ionescu, et au cours de ces conversations, ces personnages lui disent sans égard ce que sont leurs options, et pas seulement concernant les juifs, mais concernant la démocratie, et concernant la vie publique, et concernant les droits individuels. Eh bien, il entend tout cela, il en est, on pourrait dire en un certain sens, blessé, et pourtant son attachement à l'égard de ces personnes n'en est absolument pas diminué. Au moment de la mort de Ionescu, par exemple, il a des paroles de très grande affection à l'égard de ce personnage, Ionescu, à qui il avait demandé, si je ne me gourre pas, au moment de la parution d'un précédent roman qui avait un caractère plus politique, qui s'appelait Depuis 2000 ans, que je n'ai pas retrouvé dans mes rayons, mais heureusement, parce que je ne peux pas tout relire, lorsque Mihail Sébastien avait publié ce roman, Depuis 2000 ans, qui a des thèmes juifs, roman qui avait plu à Finkielkraut d'ailleurs, justement ça, il l'avait lu, il a trouvé que c'était bien, Mircea Eliade, par un mélange de sentimentalisme et d'aveuglement, a demandé à Ionescu... Non, pas Eliade, non. Non, Sébastien a demandé, à Ionescu, qu'il admirait, donc, de faire une préface à ce livre, et Ionescu a fait une préface, qui est une préface ouvertement antisémite, qui a été publiée. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que cette position de celui qui est à la fois extrêmement sensible, même à vif, vulnérable, et qui en même temps est comme à distance de lui-même, ne prend pas ses émotions comme base, comme principe directeur, on pourrait dire, de sa vie, de ses opinions, et qui, comme je vous l'ai dit, tout en ne refusant absolument pas l'identité juive, s'en tient néanmoins à distance, c'est-à-dire dans des occasions, surtout dans les années de persécution, lors des grandes fêtes religieuses, il va à la synagogue, il participe à l'office, mais en même temps se tenant à distance, où il va au théâtre juif dans des années où les comédiens, les gens de théâtre juif ne pouvaient travailler que dans ce cadre, il y va, mais il manifeste quelque chose qui en lui répugne à se trouver inclus dans le monde juif. Et en même temps, il essaie, jusqu'aux limites du possible, et visiblement c'est possible, il essaye de continuer à participer au monde dramatique non juif, à la presse, il a publié dans des journaux, il en est exclu progressivement, et néanmoins il continue à être là. Alors,
J'évoque au passage les brimades qui se sont abattues sur les Juifs roumains pour un point qui m'importe. C'est pas simplement les Juifs roumains ont obtenu la nationalité roumaine après la guerre de 14, sous la pression des puissances occidentales, des traités de Versailles, etc. Donc on a dit, bon, on veut bien que... Enfin, je ne vais pas raconter l'histoire de la Roumanie, mais la Roumanie, après la guerre de 14, a tiré des avantages de la guerre de 14. Ils ont eu des provinces... la Roumanie est devenue très grande. Romania Mare, la grande Roumanie, on appelle ça là-bas. C'est-à-dire qu'ils ont eu la Transylvanie, qui jusque-là appartenait à la Hongrie, ils ont eu la Bucovine, ils ont eu la Bessarabie. Donc la Roumanie est devenue très grande. Du coup, d'ailleurs, elle s'est enrichie, ou si on peut dire, d'un nombre encore plus considérable de Juifs qu'avant. Mais dans cette Roumanie-là, les Juifs ont été donc citoyens roumains. C'est comme ça que j'ai eu un grand-père citoyen roumain dans ma vie, enfin pendant une période de sa vie en tout cas. Mais au fur et à mesure que la crise s'est accentuée dans les années 30, un grand nombre de mesures discriminatoires se sont imposées. Alors, ce qui m'intéresse dans ces mesures discriminatoires, c'est leur côté mesquin. Qu'est-ce que c'est? Par exemple, enfin, je ne vais pas le citer exactement dans l'ordre, c'est dommage, mais toi tu vas rectifier. Par exemple, on leur interdit d'avoir des domestiques, on leur confisque leur poste de radio. Ça tombe sous le sens, parce que les Juifs, s'ils ont un poste de radio, c'est pas pour écouter Bach sur Radio Stuttgart, c'est pour envoyer des messages d'espionnage à l'intelligence service. Je sais pas. Donc, on leur confisque leur poste de radio. Ça, c'est pendant la guerre, hein? Oui, déjà... Oui, je mélange, oui, effectivement. Il y a un moment, comment? C'était pareil en France, à partir de... Bien sûr, mais là, oui, bien sûr. Oui, puisqu'en France, il y avait aussi les jardins publics pour les enfants, etc., les wagons de métro. Donc, privation des postes de radio et privation des skis, puisqu'à un moment donné, on leur confisque leurs skis, la Roumanie est un pays où on fait du ski, ça touche particulièrement Sébastien, parce que, premièrement, il était très mélomane et il passait des heures et des heures toutes les nuits à écouter de la musique, en particulier la musique allemande, et deuxièmement, parce qu'il adorait le ski, et que cette privation des skis le touche personnellement. Alors, c'est occasion de dire que dans l'accident, le ski joue un rôle très important, presque un peu absurde, dans la mesure où, lorsque Nora parvient à retenir le personnage de Paul, qui est tellement attiré par Lénie, si vous voulez, on va lire un passage pour montrer à quel point il continue à être attiré par elle et attentif à elle, alors même qu'elle lui a échappé. Donc lorsque Nora a capté l'attention de Paul, elle lui impose plutôt que suggère de partir avec elle pour un séjour à la neige, et donc ils vont dans les montagnes, dans une région qui est peuplée par des Allemands de souche, des Saxons, et là il y a un épisode assez limite, enfin presque invraisemblable, où il se retrouve dans une maison isolée dans la forêt avec des personnages étranges, un jeune homme tuberculeux qui récite des poèmes de Tracle, donc d'ailleurs pas si hermétique que ça, parce qu'en général Tracle est hermétique, mais là c'est des poèmes qui ne le sont pas tellement, mais il y a une histoire dans cette famille où ils abordent. Et alors, bon, je passe là-dessus, mais ce qui est important dans l'économie du roman, qui est aux limites presque du ridicule, mais qui est très fort, c'est que l'expérience du ski, dans laquelle Nora joue un rôle d'initiatrice, elle lui apprend à faire du ski des années 30, c'est-à-dire où on freine au chasse-neige, il n'y a pas de tire-fesses, il faut mettre des pots de phoque sous les skis, etc. Le ski devient pour lui une expérience presque extatique, qui lui apporte la révélation d'une possibilité, d'une sorte d'accord avec le monde et avec soi-même, on pourrait dire. Je voudrais dire au passage que, donc il y a par exemple
au cours de leurs équipées en ski, ils descendent à Brașov, une ville où ils vont écouter l'oratorio de Noël de Bach. Et alors c'est une équipée. Je suis pas frappé par la qualité littéraire. Si on peut dire, ça veut dire quelque chose qualité proprement littéraire. Déjà, on lit ce livre en traduction. C'est pas la qualité du langage pour autant qu'on peut l'approcher. C'est pas la précision. Il y a quelque chose chez Sébastien qui retient précisément la construction, on pourrait dire, des relations entre les personnages fondées sur une difficulté qu'il affronte. Je dis ça parce que j'étais en train de relire en même temps La Montagne Magique de Thomas Mann, et dans La Montagne Magique, il y a un morceau de bravoure du même ordre, avec le personnage de Hans Castorp, à un moment donné, qui est dans son sanatorium du Berghof, envie d'échapper au climat du sanatorium. Il fait une expédition à la neige où il se perd de la même façon que Paul, et il éprouve des sensations cosmiques. D'ailleurs, chez Thomas Mann aussi, c'est un peu too much, mais enfin, on voit, c'est le grand écrivain de classe internationale, c'est la Mercedes du roman, quoi. Il n'y a pas de doute, tandis que Sébastien, c'est une Fiat. Mais comme tu me l'as rappelé, je ne privilégie pas nécessairement les grands écrivains aux dépens des écrivains mineurs, et il y a quelque chose là qui me paraît qui me paraît fort. Alors maintenant, si vous voulez... Dans la liste des choses confisquées, il y a les vélos aussi. Alors il y a une feinte, j'ai pas très bien compris, il doit y avoir une plaisanterie roumaine entre les juifs et les vélos, puisque lorsqu'on dit justement qu'on confisque les vélos, ça doit faire rire tout le monde, paraît-il. Bon. Je me rappelle et puis il y a pas. le téléphone, évidemment, le téléphone qui est coupé, qui est quand même une importance évidemment considérable. Et puis l'interdiction d'arborer des drapeaux roumains ou allemands, c'est un peu... Oui, à un moment donné, ouais. Puisque vous avez le texte, on peut en profiter dans les pages de l'accident qui suivent celles qu'on a déjà lues. On peut regarder un petit peu ce que c'est que l'errance de Paul dans un chapitre qui doit être le chapitre 5, donc page 36 et suivante. C'est un moment où le personnage de Paul, dont l'aventure avec Anne, avec Nora, la brune, a déjà commencé, est capté par la présence fuyante d'Anne. Donc il rôde dans les rues, il se pose des questions. Page 37, il se rappelle qu'il a 30 ans, c'est la nuit de ses 30 ans, il sentait monter quelque part au fond de lui un brouillard ténu, il ne savait trop quels souvenirs mal pensés, pensés avec un A, quelles images mal effacées se dissimulaient derrière cette indifférence qui maintenant se désagrégeait. Donc l'indifférence qui a été perçue par Nora dans le premier chapitre, elle est là et on sent qu'elle est si puissante parce qu'elle contient quelque chose d'autre que de l'indifférence. Elle contient quelque chose qui est profondément douloureux, qui ne sera d'ailleurs jamais révélé, de même qu'à la montagne on attend crapade, etc. Alors, qu'est-ce que c'est ? Bien, cette douleur, il lui donne un nom, et il l'a incarné dans sa vie, un nom chassé en vain. Anna, il le répéta plusieurs fois, à voix haute, en séparant les deux syllabes, comme il aurait démonté deux rouages d'un petit mécanisme pour en découvrir le ressort caché. Disons, c'est pas dans le nom de Anna, ni même dans sa personne qu'il peut trouver, mais c'est là qu'il cherche. Alors, il se souvient que ça fait 23 jours qu'il ne l'a pas vue, il y a un appareil automatique dans sa tête qui en gire. Bas de la page 37, il revit sa tête blonde, son regard trop vif, ses mains bavardes, et puis ce sourire grave qui parfois interrompait soudain son agitation, un sourire trop lourd pour ses petits yeux que dilatait exagérément un effort de concentration. On eût dit qu'elle s'imposait le silence pour écouter une autre voix que ses paroles couvraient jusque-là. C'est un personnage qui tout d'un coup prend un certain relief, ce personnage, parce qu'elle ne manque pas de qualité. Il y a aussi en elle quelque chose qui pourrait exister, mais que toute son agitation, son désir de séduction, sa coquetterie efface. Et puis alors il essaye de
d'imaginer qu'il pourrait la croiser dans un bar où elle va souvent, il y va, il hallucine sa figure dans le bar, page 39, tout est si présent, si près, sa robe noire, sa petite broche en argent sur le sein gauche, son réticule de soie, le verre de whisky, etc. Et puis, il tombe sur un taxi et ça s'arrête, là. Ça s'arrête. Bon, très bien. D'accord. Alors, moi je me suis... alors là aussi, à la fois, chose que j'avais remarquée lors d'une première lecture, puis oubliée, et que Patrick m'a rappelé, je suis revenu sur quelque chose qui apparaît très fréquemment dans le journal, concernant la vie intime de Mikhail Sebastian. Là, on n'est plus dans le personnage de Paul, on est dans l'écrivain lui-même, ce jeune homme. Il y a quelque chose en lui qui est une douleur intime. Alors, je ne vais pas citer toutes les occurrences parce qu'elles sont extrêmement nombreuses. Ce qui est très particulier dans ces passages, c'est qu'ils sont allusifs. C'est-à-dire que, comme si le journal intime, qui en quelque sorte est ce lieu paradoxal dont on a besoin pour se dire ce qu'on sait déjà. Ça va cette phrase? Je pense aussi que ça a du sens. Parce qu'on le sait. On le sait qu'on a vu Valérie ce matin. Alors pourquoi le dire? On le dit, comme vous savez, pour s'en souvenir, pour le relire, pour le noter, pour le voir, pour le savoir. Mais, alors, est-ce qu'on peut avoir des secrets par rapport à son journal? Il me semble que le journal incite, le journal intime, incite à enfin, en quelque sorte, libérer son cœur et dire ce qu'on a sur le cœur, les choses les plus douloureuses, celles qu'on ne peut pas avouer, celles qu'on peut avouer à personne. Eh bien, on a l'impression que dans le cas de Sébastien, qui a quelque chose d'intime et de caché, de douloureux, le journal n'est pas assez secret pour qu'il puisse se le dire à lui-même ou le coucher par écrit. Alors, quand est-ce que se passent ces moments d'allusion à cette douleur intime? C'est dans les moments où il rencontre une femme dont il tombe amoureux, ou dont il a l'impression qu'il pourrait tomber amoureux. Par exemple, ça c'est en mai 35, il y a une soirée, il y a la fameuse Lénie et son mari, deux jeunes femmes, dont une blonde sud-américaine. Bon, la blonde sud-américaine, elle m'a dit, sud-américaine, etc., mais vous habitez la terre entière, lui ai-je dit. Non, bon, bref. Alors, le lendemain, lundi 10 juin, je crois que c'est le lendemain, il faut que je voie Paul Di. Alors, Paul Di, non, c'est un mois plus tard. Qui est Paul Di? Donc, c'est Pierre Echter, qui habite Sceaux, qui est médecin. Il faut que je voie Paul Di. Le voyage qui me semblait exclu au début doit devenir possible. Je dois clarifier les choses. Être édifié, au moins. C'est page 30. Ce serait bien comique s'il ne s'agissait que d'une question médicale. Et puis non, je ne me fais guère d'illusions, mais je veux savoir. Donc ça, il arrive à se le dire, qu'il y a quelque chose, que c'est peut-être une question médicale, qu'il devrait en parler à son frère. Alors qu'est-ce que c'est? Bon, en gros, j'en sais rien, et je ne cherche pas, enfin malgré les apparences qui sont vraiment contre moi, je dois dire, je me suis mis dans je cherche pas à réduire ou à expliquer la personnalité de Mikhail Sebastian, ni celle de Paul, par quelque chose qui serait une difficulté d'ordre sexuel, mais quand même, je dois le dire, on pense à quelque chose comme une impuissance ou une impuissance momentanée ou une éjaculation précoce ou quelque chose de genre. On pense... Oui, mais je veux dire, ça n'explique rien, parce que
si tu continues là, est-ce que ce serait un truc médical? Mais je me fais pas d'illusions. Si c'était un truc médical, ça serait trop bête, parce que ça devrait se résoudre en quelque sorte, mais je me fais pas d'illusions, etc., etc., ça continue, tu vois. Oui. Donc mais ça changerait pas grand-chose. Ça changerait pas grand-chose, mais il y a quand même quelque chose qu'on peut pas laisser reposer sans le soulever un tout petit peu. Donc, il se laisse entraîner dans une histoire d'amour, sachant que cette histoire d'amour ne mènera nulle part. Alors, bon, s'agissant de Lénie, par exemple, c'est elle, ils se sont dit, nous nous aimons, etc. Ce n'est pas prudent, s'était-il dit, ce n'est pas prudent, que de déconvenues j'ai eu à cause de ma malchance, il y avait tant en moi pour que je sois heureux, tout cela atrocement brisé à 17 ans et demi. Donc à 17 ans et demi, il s'est passé quelque chose qui a été brisé dans ses espoirs concernant les femmes. J'en suis écœuré parfois, j'en suis éploré le plus souvent. Pourquoi, mon Dieu, pourquoi? Je voudrais tellement être heureux et j'aurais demandé tellement peu pour l'être. Donc on peut supposer qu'il y a quelque chose de cet ordre et ça le mène d'ailleurs à des pensées suicidaires. Alors, donc, il dit, oui, je suis amoureux, je retrouve tous les sentiments que j'ai eus, que j'ai déjà connus dans d'autres cas. Il y a en moi du sentimentalisme, pendant ce temps-là, il est infiniment probable qu'entre-temps, elle couche avec n'importe qui, alors que moi, l'idiot, je lui parle gravement de problèmes, etc. Moi, je souffre comme un gosse. C'est une brave fille, entre guillemets, donc une fille assez facile. Pourrais-je un jour la recevoir chez moi, la baiser, boire un verre de vin et fumer une cigarette avec elle, mettre un disque et rester indifférent tout au plus, amusé, tandis qu'elle me racontera ses aventures passées avec ses anciens amants. Donc là, on a l'impression, enfin, il y a deux choses qui se mêlent. D'une part, que c'est difficile d'avoir une histoire d'amour avec une femme aussi volage, mais aussi, il y a quelque chose qui empêche que entre eux se réalise une forme de bonheur amoureux, apaisé. Si oui, c'est-à-dire, si je parviens à être avec elle dans cette relation artificiellement indifférente, si vous me voyez venir, c'est-à-dire dans laquelle je la reçois chez moi, je la baie, on boit un verre de vin, fume une cigarette, on reste indifférent, si oui, ce sera parfait. Cela aussi est une forme de bonheur et alors je serai heureux. Je ne le pourrai pas. Encore une histoire ratée, voilà tout. Alors, il y a un grand nombre de notations de ce genre qui parcourent le journal et qui indiquent quelque chose comme une difficulté à atteindre. Je ne dirais pas, enfin, Mihail Sébastien est un homme qui a beaucoup de succès avec les femmes. On se demande pourquoi, parce qu'il est pas très beau, enfin, il est pas moche non plus, mais bon. Il est jeune, il est intelligent, il a beaucoup de succès avec les femmes, dès que elles viennent le solliciter, elles viennent chez lui. Et pourtant, il y a une difficulté. Alors, je voudrais, pensant à, je vais aller dans deux directions, si vous permettez. D'abord, j'ai pensé à Armance de Stendhal. Armance de Stendhal m'intéresse parce que c'est un roman totalement énigmatique, tel qu'il est présenté. C'est l'histoire d'un jeune homme nommé Octave de Malivert qui, voilà, il trouve une femme dont il est amoureux, elle est amoureuse de lui, après s'être méfiée de lui, tout va très très bien, et il lui dit non, c'est pas possible. Alors elle commence à se poser des questions, mais dit sans doute a-t-il commis quelques forfaits, enfin elle est prête à tout, et bon, ils finissent par se marier sans que le mariage soit précisément consommé, et puis il s'en va en Grèce, parce qu'il est byronien, pour la guerre d'indépendance grecque, et là il meurt. Et tout ça reste incompréhensible. Mais il se trouve que dans le cas d'Armance, il y a des indications externes, on pourrait dire. D'abord ce prénom d'Octave, parce que il a été choisi par Stendhal par référence à un récit de Claire de Duras. Tu sais, il y a une dame qui était... Quand on avait fait une séance sur...
sur Balzac, Adieu. Peut-être qu'il y a des gens qui ont survécu à cette époque ancienne. On avait fait venir Roland Cholet, le grand Balzac. Il était venu avec une dame assez distinguée, Marie-Bénédicte Dithelme. Et Marie-Bénédicte Dithelme est une spécialiste de Claire de Duras, ou de Duras, il paraît qu'il faut prononcer Duras. Alors Claire de Duras, elle avait écrit des romans vraiment merveilleux, d'une clarté de langue et d'analyse formidable, dont un qui raconte l'histoire, mais de façon plus explicite, d'un jeune homme qui lui est impuissant et dont la vie est gâchée par cette impuissance. Donc ça c'est une indication, parce qu'on sait que Stendhal a choisi ce prénom parce qu'il savait qu'il y avait des gens à Paris qui sauraient ce qu'il voulait dire, et d'autre part il y a une célèbre lettre de Stendhal à Mérimée qui est reproduite dans l'édition Folio, lettre qui, comme quelquefois chez Stendhal, est d'une crudité presque gênante, et dans laquelle Stendhal, parlant à Mérimée, met les points sur les i, mais je ne veux pas le faire devant vous, parce que surtout que j'enregistre, alors je ne veux pas me défendre, mais lettre dans laquelle, en 1826, Stendhal dit à Mérimée, mon personnage est un Babylan. Je vais écrire le mot au tableau parce qu'il n'est pas très employé, mais un Babylan avec un Y éventuellement. J'ai pas eu le temps de chercher l'origine, ou avec un I, ça peut être aussi avec un I. Ben, c'est un homme impuissant, mais qui en quelque sorte le masque et a recours à toutes sortes de subterfuges. C'est le babil, ça, c'est le babil. Comment ? Il babille à la place de... Écoute, je sais pas, je vais voir. Donc, alors, ce qui m'intéresse... Mais Sébastien n'avait pas l'édition Folio, c'est ça ? Sébastien n'avait pas l'édition Folio, comme je vais le prouver dans un instant. En revanche, même si Sébastien adorait Balzac, il ne parle pas particulièrement de Flaubert, mais il est tout à fait intéressé par Stendhal. Et quand il est venu à Paris, il a écrit un certain nombre d'articles pour des journaux roumains, et en particulier des articles d'ailleurs éventuels, soit sur différents aspects de Paris, soit sur des femmes qu'il avait rencontrées à Paris, soit sur des écrivains qu'il aimait, parmi lesquels André Gide, Jules Renard, pour qui il a une très grande admiration, et surtout le Jules Renard du journal, qui pour lui est vraiment quelqu'un de tout à fait extraordinaire, et je suis d'accord. Et il y a 3 articles sur Stendhal. Alors je suis allé chercher ces articles sur Stendhal qui sont donc antérieurs de plusieurs années à la rédaction de l'Accident. Alors dans ces articles sur Stendhal, donc ça tombe bien, j'ai fini par retrouver ça, il y en a un sur Armance, un sur Lamiel, un sur Lucien Leven, et dans l'article sur Armance, qui est très beau, enfin un roman que Sébastien aime beaucoup, il y a cependant quelque chose qui l'intrigue, d'où la mention de l'absence de l'édition Folio, donc ce personnage très romantique d'Octave, avec un teint olivâtre et quelque chose de byronien, sentimentalisme chevaleresque, le fait qu'il s'empoisonne volontairement pour mourir, etc., en allant en Grèce. Donc on se dit, bon, bah, c'est un homme de son temps, il est byronien. C'est comme ça qu'on fait dans l'histoire de la littérature. Bon, il est byronien ou il est, disons, comme les héros de René de Chateaubriand. Il y a pourtant dans le dessin de sa figure, écrit Sébastien, une discrétion tellement inhabituelle dans les exercices d'observation de Stendhal, attentif ici à mettre en valeur son héros tout en peignant d'ombre son image, en l'enveloppant d'un mystère habile et inattaquable, que ce qui paraissait au départ simple et évident finit par devenir compliqué, hermétique. Octave de Malivert est peut-être plus que ce qu'il semble être, et son drame, qui prend l'apparence d'une immense naïveté, est une douleur dépassant le livre et les faits. Il y a une douleur. Parce que, au fond, ce vers quoi je compte dire, c'est pas l'idée que il y a, comme on l'a dit dans le cas de Pavès, par exemple, d'ailleurs non sans raison, puisque Pavès l'a dit, lui, dans ses journaux intimes, Pavès a dit,
J'ai un drame dans ma vie, dans mes relations avec les femmes, c'est l'éjaculation précoce. Je suis désolé de prononcer ce mot dégoûtant, mais il l'a écrit et on ne peut pas l'ignorer, ce qui n'explique pas grand-chose, sinon son malheur et sa souffrance. Alors, il continue. C'est de l'impuissance selon Gide. Donc Gide s'est intéressé avec ses oreilles. C'est de l'impuissance selon Gide qui voyait dans son amour exotique sans initiative ni courage une consolation de la femme. L'amour exotique, enfin c'est le départ en Grèce aussi entre autres, une consolation de la femme, un passage désolant à côté des joies qui ne peuvent être conquises qu'en imagination. Je ne comprends pas la phrase, ça fait rien. Je crois savoir que Stendhal lui-même a écrit un texte à ce propos, mais je n'ai trouvé ni dans sa correspondance ni ailleurs un tel texte que je crois nécessaire pour comprendre le cas. C'est là qu'on voudrait l'appeler, quoi. Dire, mais ici, c'est là. Je sais pas où on la trouve, cette lettre à Mérimée, bon, sur cette lettre, voir la page 17. Car il y a en celui-ci, l'octave d'Armance, de Stendhal, quelque chose de dévié, d'introverti, un chagrin et un déchirement qui sonnent au loin sous une cloche étouffée. Il y a une hésitation et un retard du rythme. Mais c'est vraiment bien. Je sais pas, c'est bien traduit, parce qu'Alain Paruit, qui est mort, malheureusement, traduisait bien. Alain Paruit est mort, il a un cancer gravissime. Je suis désolé, j'aurais pas dû le dire. Pourquoi tu le connaissais ? Mais loin de voir dans ces signes la vaine agitation d'un impuissant, donc en quelque sorte Sébastien répond, avant d'avoir écrit l'accident, à mes imputations calomnieuses, j'y devine une sensualité aiguë, complexe, aimant les ombres et recherchant les sensations. En quelque sorte, comme si il y a bien un problème, disons sexuel, bon, ce mot qui n'est pas nécessairement joli, il y a bien un problème, mais ce problème est plutôt le signe d'une autre sensibilité et d'une autre sensualité qui, elle, trouve difficilement à s'assouvir, à s'exprimer. Et elle s'exprime dans la descente du ski, éventuellement. Il y a du sang en saccade dans des veines fines, une sourde palpitation qui, si elle se laissait deviner sur le visage songeur de l'homme, témoignerait de la passion dévorante qui l'anime. Et alors, en un sens, si je lis ce texte, c'est parce qu'il me semble que la construction du personnage de Paul part évidemment de quelque chose que Sébastien connaît en lui-même, qui ne cherche pas à reproduire, mais à partir de quoi il construit le personnage de cet homme qui, dans ses relations avec les femmes, est à la fois attirant, au bord du bonheur, et séparé de lui, aussi bien d'ailleurs par la faute du type de femme qui l'attire de façon privilégiée, comme Anne la coquette, que par une difficulté qu'il a lui-même à entrer ou à susciter, on pourrait dire, une plénitude sensuelle. Mais je voudrais citer un autre passage là-dessus, si tu m'autorises encore, ça va ? Ah, tu peux m'interrompre. Alors, je continue un tout petit peu, parce que dans ce que Sébastien admire dans l'art d'Armance, qui est effectivement vraiment un très beau roman. Évidemment, je voulais bousiller Armance, parce que je vous lis d'abord la lettre de Mérimée, alors on dit, ah ouais, Arzo, mais oui, c'est ça. Non, c'est pas du tout ça, c'est vraiment un très beau livre. Ce que j'aime, alors, ce qu'il y voit, c'est ce qu'à mon avis, il a réussi à mettre en œuvre dans l'histoire de l'accident, avec beaucoup de souffrance et beaucoup d'incertitude, sans savoir où il allait. Enfin, si c'était réussi, je veux dire. Ce que j'aime surtout dans Armance, c'est l'absence de toute insistance. Rien d'appuyé, rien de dévoilé, de trahi. Les personnages conservent toujours des possibilités qui semblent dépasser la volonté de l'auteur ou la perspicacité du lecteur. Ils paraissent avoir la liberté de choisir eux-mêmes, les personnages, j'imagine, l'épisode qui va suivre. Ils sont disponibles, pas dans le sens gidien. Leur mystère est intact, vous refermez le livre et vous vous interrogez, comme après le rapide passage sous votre fenêtre d'une femme qui a disparu au coin de la rue. Ces personnages sont ce que vous pensez d'eux, et pourtant ils peuvent être différents, complètement différents, et donc, dit-il, quand on a terminé Armance, on peut revenir en arrière et essayer de comprendre comment cette histoire s'est intriquée.
et donc loin de la réduire à l'anecdote qui en sert le point de départ, mais qui d'ailleurs avait de quoi intéresser Stendhal, qui était assez préoccupé par ce genre de questions, mais c'est pas du tout un exercice de ce genre qu'il veut faire. Je vais encore citer un autre truc. Oui, sur la question des personnages, parce que ça fait un peu écho à ce que tu viens de lire là, justement sur la disponibilité des personnages. Je crois justement que que dans l'accident, enfin au moment où il écrit l'accident, parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu étrange, c'est qu'on a en même temps le roman et la chronique contemporaine du roman, la chronique de l'écriture du roman. C'est-à-dire qu'il tient son journal dans les journées où il écrit effectivement son roman. Donc on peut suivre quasiment jour par jour, en quelque sorte, la chronique du roman. Et d'ailleurs, à un moment, il se dit, est-ce que c'est pas ça qui me stérilise, en quelque sorte? Est-ce que c'est pas ça qui paralyse, justement? Mais en même temps, c'est sans doute pas ça, d'ailleurs. Bon. Mais il nous dit justement que l'accident, c'est la seule chose qu'il ait écrite, en quelque sorte, dont il est obsédé par les personnages. C'est-à-dire, il les a en tête, il les emmène avec lui dans le métro, dans le train, etc. Bon, et il est obsédé par les personnages et par qu'est-ce qu'ils vont faire, en quelque sorte. Hein. Bon, et il n'avait pas connu ça, ni dans la Villa des Acacias, ni effectivement ailleurs. Ouais, c'est le 12 décembre 1936, ouais, c'est le moment où vient à la fois la première idée de l'accident et le sentiment qu'il a que cette première idée rejoint quelque chose qui l'attend depuis longtemps. C'est vraiment très beau ce passage. Écrirai-je un jour le livre auquel je pense depuis quelque temps, sans trop savoir ce qu'il pourrait donner, ni où il pourra me mener, comme tu disais. Depuis quelque temps, précisément depuis le 18 octobre, mon anniversaire, lorsque, descendant de chez Mircea, donc Eliade, pour acheter 2 bouteilles de champagne, j'ai vu soudain l'image d'un accident de la circulation dans lequel j'aurais aimé me laisser entraîner. J'ai vu à ce moment-là, premier chapitre, etc. Il essaye, mais il y a des idées, puis peu à peu, au fil des pages, on voit qu'il écrit. Et donc ça, c'est en 1936. J'ai vu l'image, ça veut dire qu'il n'y a pas eu un accident, mais c'est ça. Oui, je pense, oui. Et puis, alors. Plus loin, donc c'est en 1939, donc c'est page 216, 217. Hein. Je commence, c'est au contraire, lorsqu'il est à la fin ou presque de son roman, parce qu'il va paraître en 40. Je commence à comprendre ce que signifie s'affranchir d'un livre. Ces gens-là me fatiguent à force de m'obséder, ils me consument, ils m'exténuent. Je voudrais pouvoir les oublier, je voudrais pouvoir m'en débarrasser, etc. Ils m'accompagnent dans la rue, ils m'accompagnent à table, je m'endors avec eux, je crains parfois qu'ils m'échappent, qu'ils s'enfuient avant que j'ai fini le livre, mais d'autres fois je me réjouis à l'idée que je vais me séparer d'eux, etc. Bon, et c'est le seul cas, effectivement, dans son expérience, en quelque sorte, donc, où il ressent cette sorte d'obsession, justement, par des personnages qui, d'une certaine façon, ont leur vie à eux, quoi, d'une façon, et qu'il peut oublier, d'ailleurs, en même temps, donc il a peur qu'il s'échappe, d'une certaine façon, qu'il lui échappe. Oui, parce que c'est... Enfin, si on résume l'intrigue, elle est en effet assez nunuche, enfin, assez décevante. Une brune arrive à percevoir un type qui est amoureux d'une blonde, que s'il fait du ski, ça ira mieux. Et les dernières pages du roman vont dans ce sens, en apparence. Donc, si c'est ça... C'est le jugement de son ami Camille Petrescu. Camille Petrescu dit ça, ouais. Il lui dit, bon voilà, donc la leçon de l'accident, c'est faites du ski et vous allez vous débarrasser de tous vos problèmes. Ouais. Il dit, j'ai ressenti quelque chose comme ça, effectivement, dans la fin, c'est pour ça que la fin est ratée. Et elle aurait pu encore plus être une capucinade, puisqu'il aurait voulu... il avait pensé justement à ce que Paul demande Nora en mariage dans la dernière page. Oui, c'est-à-dire que Nora, à la fin du roman, lui dit « Je crois, Paul, que notre vie est pleine de mauvaises habitudes, de manies et d'idées fixes. » C'est sympa. « Le ski nous aide à nous en sortir. Ensuite, à nous de ne pas nous laisser vaincre de nouveau. » Non, Nora, jamais. Il le disait avec trop d'excitation, avec un acharnement excessif. Donc il y a quand même cette réserve que le personnage est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'à l'égard de cet engagement, profession de foi, je ne sais pas comment on dit, olympique, il a une réserve, il a une distance. Bon, alors, donc il y a ce roman qui est en lui, dit-il, comme une plaie ouverte. C'est une expression vraiment forte. Donc il arrive à
écrire le livre dans un moment où il se demande, le roman est vivant en lui, avec quel douloureux plaisir je l'écrirai. Bon, le ski, ma seule détente. Et alors ça, c'est en 1937, c'est-à-dire c'est un moment qui a été un des épisodes du drame de l'écriture du roman, puisque il va à Paris, ça c'est page 121, en 1937, et là, il perd ce qu'il a écrit. Il perd les 100, je ne sais combien de pages. Ouais, quelque chose comme ça. On ne sait pas trop comment. Alors, là, c'est un moment aussi très beau parce que, enfin, je retarde, mais c'est un moment très beau parce que le roman qu'il a perdu, vous n'avez pas le passage, il n'est pas sûr qu'il l'a perdu. Il rentre à Bucarest, je lis un petit peu, là, il reprend son journal à son retour à Bucarest. Aujourd'hui encore, en rentrant à la maison, j'avais le cœur qui battait très fort à l'idée, certes absurde, mais dont je ne me défrais peut-être jamais, que je pourrais avoir reçu un paquet de Paris avec mes manuscrits perdus. Je n'arrive pas à me persuader que j'ai vraiment perdu à jamais les 111 pages de la chemise rouge. Tout est encore tellement vivant en moi, tellement présent. Alors donc, il cherche partout, il se dit peut-être si je cherche, je vais les trouver. C'est un désastre. J'ai perdu tant de choses. Moi qui Et alors, toute la question des... C'est un désastre ridicule en même temps. Oui, c'est vrai, des gringolades. Et toute la question des pages qui viennent et des années finalement, c'est de savoir s'il est capable de réécrire ce qu'il a déjà écrit. Et il y a des moments où il a l'impression qu'il y arrive, qu'il retrouve, et c'est en particulier vrai pour le chapitre 5, qui est le long chapitre consacré à Nora, qui est au fond à Anne, pardon. Merci. À Anne, c'est la dernière fois qu'on voit Anne, enfin elle réapparaît au cours du dernier chapitre, très bref. Elle est là, très présente, elle appelle à nouveau Paul, alors qu'elle est dans un vernissage, il revient. Alors tout ce chapitre, qui est un chapitre où il piétine sa douleur, où il y séjourne, où il lui fait de la place, est un chapitre qu'il arrive à réécrire. Et puis ensuite, c'est la dernière partie du roman, où là, c'est le ski. Alors, il y a toutes sortes d'autres choses. Le ski, c'est très prenant, parce qu'il y a en plus, donc, cette famille de Saxons, la poésie, qui ont un drame eux-mêmes personnel d'une femme qui est morte, enfin, tout un truc. Non, je dis pas que c'est pas bien, parce que c'est tel quel que le roman peut séduire. Mais, il me semble que dans la façon dont Sébastien a écrit ces passages, ayant en tête ces trois pôles que sont les trois personnages, il était souvent très attentif à, on pourrait dire, retarder les moments, à intercaler, à donner, non pas pour que le roman soit long, parce que c'est un roman relativement court, enfin très court, mais pour séparer les choses les unes des autres, ne pas les intégrer, justement ne pas fournir de prétexte à une interprétation, en particulier une interprétation par lui-même. Je vois que tu feuillettes, tu veux dire quelque chose? Non, c'est vraiment pour indiquer, parce que je ne savais plus ce qu'on avait... Où est le chapitre 5? Vous avez la fin du chapitre 5, c'est le dernier texte en quelque sorte. Oui, c'est le passage... La question du vernissage. Enfin, elle l'invite à son dernier vernissage après une certaine absence, en quelque sorte, une certaine interruption. Ouais. Oui, on peut regarder un petit peu ça. Enfin, c'est diabolique ce qu'elle fait, parce que il y a un passage. C'est la dernière page, les dernières pages que dans le. Ouais, 123. 125. C'est ça, 123, 125. Donc il y a eu un vernissage. Il n'y est pas allé, et elle l'appelle. Alors elle l'appelle. Par exemple, page 122, et l'appelant, elle manifeste devant lui une grande émotivité. Cette fois-ci, elle ne met pas en avant son personnage de coquette, mais page 122, Anne grelottait les yeux mi-clos, le regard éteint, les lèvres violacées. Je voudrais pleurer, eh bien pleure. Et donc elle sanglote. Et puis, il y a une rupture à nouveau. En réalité, rien n'avait changé. Son retour n'en était pas un caprice, une toquade. Donc, elle reste insaisissable.
elle reste un tourment, et la fin du chapitre, moi je trouve vraiment magnifique, à vrai dire, bien que ce soit pas pour des qualités, on pourrait dire d'écriture, comme on dit dans les journaux, ou dans les universités d'ailleurs, mais par la succession des revirements intérieurs du personnage, parce que il est décrit cette fois-ci seul, errant dans Bucarest, et guettant délibérément ou sans le savoir la présence de la voiture d'Anne, dont il se dit, si je la vois quelque part, eh bien, de quoi est-ce le signe? Chez qui est-elle? Vers qui va-t-elle? Avec qui est-elle? Un nouveau tourment pour Paul, donc c'est la petite voiture bleue, hein, qui est une nouvelle voiture qui n'était pas de son temps. Alors ça aussi c'est un tourment. Il l'apercevait parfois dans la rue, la voiture, il la reconnaissait de loin, sa couleur bleu ciel, mais elle disparaît à un tournant, à un carrefour, filant vers quelles destinations inconnues, vers quel rendez-vous secret. On pourrait dire c'est ce mouvement de la voiture qui est le mouvement du personnage dans ces moments-là pour Paul. Il lui arrivait de la voir, portière verrouillée et phares éteints à des endroits surprenants, garée là depuis Dieu sait quand. Il s'approchait, regardait à l'intérieur. Anne y avait laissé ses gants ou un livre. Moi je trouve que c'est vraiment bien ça, que la femme soit décrite par cette voiture énigmatique. Le front contre la vitre, il contemplait ces objets oubliés. Certains soirs, il attendait assis sur le capot. Elle va peut-être venir. Elle ne venait jamais. Et puis un soir, il voit la petite auto bleue devant un pavillon au store baissé. Et il regarde, derrière les stores, il y a des ombres qui bougent comme dans un film. Et il se dit alors, des pas, des chuchotements, des rires. Il a l'impression qu'on vient vérifier s'il est toujours là. C'est proustien aussi d'ailleurs, évidemment, parce que bon, on a lu des scènes de ce genre chez Proust plus d'une fois. Il eut finalement une idée absurde, sonner sans qu'ire d'Anne, et là il sonne et un homme aux cheveux blancs lui fait répéter le nom, et bon, c'est là qu'il se dit, il faut que je t'oublie, Anne, il faut absolument que je t'oublie. Peut-être je vais m'arrêter un peu parce que ça fait longtemps que je parle, et je voudrais lire après un ou deux textes de Sébastien tirer d'autres choses sur la possibilité ou non du bonheur sensuel avec les femmes. Non, oui, c'est un moment où tu veux parler? Non. Quelle heure il est dans la vie? Non, il est l'heure de s'arrêter, oui. On peut souffler. On peut s'arrêter là? Ou alors peut-être je peux en dire encore un tout petit peu plus si vous supportez. Mais si j'ai pas oublié le bouquin, parce que ça m'arrive. Voilà, là il y a un livre qui s'appelle Femme. Alors Femme, c'est quelque chose qui est un recueil, on pourrait dire de nouvelles, mais qui constitue néanmoins un roman dans la mesure où le personnage masculin qui rencontre des femmes, se retrouve de récit en récit. Un nommé Stéphane Valeriu, donc qui a un nom roumain tout à fait convenable, de même que, d'ailleurs, je le signale ou je le répète, dans l'accident, le personnage n'a rien de non roumain, le mot juif n'est jamais prononcé, rien n'indique qu'il pourrait y avoir en lui ce qu'il y avait effectivement, c'est-à-dire les 1000 raisons d'être inquiet sur sa situation dans un certain monde. Ça n'est pas mentionné. On pourrait dire c'est délibérément effacé. Peut-être que la seule mention allusive que le roman comporte, mais elle est forte, à ce qu'est, on pourrait dire, l'historicité du récit, parce qu'une histoire d'amour, ça en gros c'est intemporel, mais celle-là, elle ne l'est pas tout à fait, c'est que, à un moment donné, avant la rencontre avec Nora, la prof de français, le personnage de Paul, voulant savoir où est Anne, apprend par les journaux qu'elle est partie à Bruxelles décorer le pavillon roumain de l'exposition internationale de je sais pas quoi, en compagnie d'ailleurs d'un architecte, Bourrique. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Nous sommes en 1934, je crois. Il traverse l'Europe en train et il va de Bucarest à Bruxelles. Je crois que c'est Bruxelles.
Mais pour Liège, je crois, mais enfin, c'est pas- Liège, bah non. Mais pour aller de Bucarest en Belgique, il faut traverser l'Allemagne. Et la traversée de l'Allemagne se fait juste après la nuit des longs couteaux, l'exécution des SA par Hitler. Donc c'est une Allemagne très tendue, très violente, très menaçante, qu'il traverse, qui est à l'arrière-fond, mais un arrière-fond extrêmement présent de cette histoire, où lui, il a autre chose en tête, mais c'est Paul. Il y a quelques traits de Sébastien, c'est-à-dire qu'il est capable de penser à deux choses à la fois, peut-être trois même, et donc il est à la fois, il pourchasse Nora, Anne, qu'il n'arrive pas à retrouver parce qu'elle est partie à la plage avec l'autre, voilà. Il la voit aux actualités, mais il la voit pas, mais traversant l'Allemagne nazie, il est, comment dire, sa vision est noircie, est assombrie par ce qu'il devine. Alors, bref, deux mots sur Femme. Donc, Femme, c'est un récit qui est un roman, puisqu'il y a retour du même personnage, et donc ce personnage de Stéphane Valériou, c'est aussi il a de commun avec Mireille Sébastien que pour lui, avec les femmes, ça marche, il en trouve des comme ci, des comme ça, de partout. Bon, très bien. Alors il y en a qui sont comme ci et d'autres qui sont comme ça, c'est pour ça, femmes, elles ne sont pas toutes pareilles, les cheveux différents. Mais il y a un passage que je voulais signaler, qui est dans la dernière histoire. Cette dernière histoire, qui n'est pas proprement parlé une histoire, mais qui est intitulée « Fragment d'un carnet trouvé ». Donc l'écrivain est censé avoir trouvé à Paris un carnet perdu, comme lui-même a perdu son roman, et dans ce carnet, il y a quelqu'un qui parle, et on peut dire qu'il, grâce à cette fiction du carnet perdu, gagne une certaine liberté de confidence. Je ne sais pas si c'est français. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce type? C'est un passage que je voulais lire parce qu'il me plaît, il y en a d'autres qui sont en résonance avec lui dans le journal. Les réveils aux aurores après ce qu'on appelle une nuit d'amour. Cette femme couchée à côté de moi, une étrangère, les draps froissés, le bras par-dessus la froide barre en cuivre du lit. Je ne connais pas et n'ai jamais connu la volupté de la fatigue, la détente des membres qui attendent le sommeil, l'amitié des deux corps assouvis. Je ne connais qu'une violente envie d'en finir, qu'une vive répulsion pour ma partenaire, inutile et triviale, qu'un besoin immédiat d'être seul. J'attends alors, c'est là qu'il y a confidence, si on veut attribuer à un personnage doublement fictif, si j'ose dire, mais qui est peut-être la possibilité de dire quelque chose de ce qui est le cœur de la difficulté. J'attends alors les yeux fixes qu'apparaissent à la fenêtre la première ombre bleutée du soleil, la première lueur du jour qui viendra mettre de l'ordre dans cette déroute. Signe sûr de leur piètre qualité psychique, aucune de mes femmes n'a senti à ce moment-là qu'elle n'existait plus. Elle se serrait avec une joie inconsciente contre la poitrine d'un homme qui avait cessé d'être un amant pour devenir un évadé. C'est un peu la situation de Paul à l'égard de Nora, qui a trouvé enfin l'homme qu'il lui fallait, après une période où elle était sans homme, mais qui a du mal à accepter de voir jusqu'à quel point Paul est absent. Et j'ai pensé encore une fois à la dignité des arbres qui sèment sans effusion en une étreinte qui consume tout sans laisser de traces. Alors, ça donne pas sans laisser de traces. Non, mais des arbres, Les arbres là. Pas des ânes. Qui consument, c'est quoi après les arbres, Oui, c'est bizarre. J'ose plus relire la maintenant. dernière phrase? J'ai pensé encore une fois à la dignité des arbres qui sèment sans effusion. Ah, qui sème S apostrophe ou... Ah oui, qui sème S apostrophe, pardon. Oui, bon, ben, c'est encore plus étrange. Vas-y, continue. Oui, parce que oui, il parle pas des glandes et tout ça. En une étreinte qui consume tout sans laisser de traces. Oui, c'est pas lumineux, non. Mais... Non, mais il y a d'autres passages, mais je voulais vous...
Oui, tu as raison, parce que ça concerne l'accident où Paul s'en va d'ailleurs dans la première nuit. Après la première nuit. Non, mais même pendant, en quelque sorte. Oui. Elle se réveille et il n'est plus là. Oui. Mais c'est pas exactement, d'ailleurs c'est un peu plus compliqué, c'est pas qu'elle soit sans homme, hein, puisqu'elle a un Grigg, elle a un oui, dans sa vie qui téléphone au dernier moment, etc., mais qu'elle lâche quand même complètement. C'est pas parce qu'elle est véritablement en manque d'homme, en quelque sorte. C'est bien cette indifférence qui la retient. Oui. Oui, tu as raison. Et là, elle sacrifie le Grigg en question sans aucun... C'est incroyable. D'une manière un peu incroyable, enfin... Moi, je peux dire quelque chose? Ouais. Moi, ce que je trouve le plus impressionnant dans le journal, c'est à la page 129. 120 129. Au 19 décembre, il dit perdre ma situation, un homme à l'égard duquel je me sentais responsable, Maïanescu. Oui, ensuite, il y a les autres, Mircea, tout perdre, absolument tout, voilà qui peut à 30 ans, ne pas être un désastre, mais une expérience de maturité. Ne devrais-je pas être reconnaissant à la vie de faire le vide autour de moi, etc. C'est comme si, et ce motif des 30 ans, on le retrouve très, très insistant dans le roman, à propos de Paul. Il y a aussi cette histoire de vide, cet personnage qui est constamment fait le vide autour de lui, c'est comme ça que le perçoit Nara. Moi, j'ai vraiment l'impression, alors d'autant que je n'avais pas retenu que c'était en descendant chez Eliade, le jour de son anniversaire, qui avait l'idée du roman, peut-être effectivement un code, mais qui est aussi un code, qui serait aussi un code lié quand même à sa judéité et à la situation politique, qui serait à l'usage interne, intime. Parce que là, en se représentant lui comme juif en Roumanie, qui se représente en train de tout perdre, comme si c'était aller au-devant du désastre était une expérience possible de maturité. Et au fond, ce que fait le personnage de Paul dans le roman, au tout début, la page y est, c'est il s'amuse, les fameux jeux infantiles, une éducation continuelle sur le fait de continuer de vivre après 30 ans, au fond, et de savoir quelle direction donner à sa vie après cet âge-là. J'ai l'impression que tout se joue. Il y a un système peut-être d'analogie personnelle en tout cas. Oui, non, il y a la question. Du journal et les 30 ans du roman, et donc la perte de l'amour, qui est une perte totale, et donc on va aller au-devant de ça, en refusant aussi une autre femme, etc. Et puis la perte de tout, toute la vie possible là où il vivait. Mais moi, ce qui me frappe le plus dans cette note-là, c'est pas seulement cette idée. Bon, j'ai tout perdu, enfin j'ai perdu, là, il en fait la liste, etc. Et ça ne devrait pas être si grave que ça, ne devrait pas être reconnaissant envers la vie, etc. Mais c'est la fin. Si, d'accord, une nouvelle solitude, un nouvel amour, un autre amour, tout ça, c'est comme si les 30 ans étaient une aube, en quelque sorte. Hein, bon. Si, mais il n'en sera pas ainsi, car il est une chose, une seule, qui rend mon destin sans issue. Alors que tout le reste pourrait être rebâti. Mais c'est ça que je trouve très bouleversant. Ben voilà. Bien sûr. Non, mais c'est la note finale, en quelque sorte, que cette idée, donc, qu'à 30 ans, il pourrait y avoir comme une nouvelle vie. Un nouveau départ. Mais quelque chose qui est absolument raté, c'est absolument impossible, en quelque sorte. Pour lui, du moins, c'est absolument impossible. Parce que, non, mais c'est frappant, c'est vrai. Ce qui est frappant aussi, c'est que, étant donné tous les abandons, les avanies qu'il a subis de la part de ses amis proches, il a néanmoins tenu jusqu'à la libération. Il a tenu d'une façon, comme dit Michel Echter, avec un courage, une solitude douloureuse, mais qui est une solitude de résistance. Il y en a peu qui ont tenu comme ça. C'est même ça qui lui donne sa force quand il dit que Eliade est un cas intéressant, comme il dit, fort séduisant. Et ça va, à mon avis, de pair avec cette idée qu'on va y aller, qu'on va aller au vide, et c'est une expérience qu'il faut faire de toute façon, et on va vivre ou pas après, mais il me semble que c'est aussi ça qui lui donne son courage étrange, trouble, de continuer de fréquenter ce type-là. Parce qu'il fait comme s'il faisait l'expérience de quelque chose d'intéressant, ou en tout cas de crucial pour son propre destin. C'est sa liberté aussi à lui. Ça se joue, je trouve, avec cette histoire
d'être au seuil d'un moment de la vie et de choisir ce qu'on fait quand même. Oui, moi j'ai le sentiment, j'ai un peu un sentiment un petit peu haute, c'est-à-dire ce qui m'impressionne justement dans cette résistance, c'est qu'elle est moins motivée par un motif dramatique comme ça, je veux dire, par un motif où il y aurait une expérience à faire, etc. C'est une manière, il me semble, beaucoup plus élémentaire d'une certaine façon, parce que ça revient sans cesse dans le journal, c'est-à-dire il faut tenir. Il s'agit de vivre, il ne s'agit pas de faire des chichis, etc., etc. Il s'agit de vivre, un point c'est tout en quelque sorte. Et lorsqu'il est, traversé en quelque sorte par l'idée de suicide, parce que il y a des questions qui viennent souvent en quelque sorte, c'est la fin, ou je retarderai la fin autant que possible, etc. Il y a une notation qui m'a frappé justement à propos de Stefan Zweig, c'est une ligne, Stefan Zweig s'est suicidé, etc. Il n'aurait pas dû, il n'avait pas le droit. Là il y a quelque chose. Ou alors, il y a des tas de notations comme ça en quelque sorte, où il dit oui, moi je serais, pourquoi pas une balle directement, puis voilà, ça en serait fini, etc. Eh bien, si les Juifs avaient fait ça, ils n'existeraient plus depuis longtemps en quelque sorte, quelque chose comme ça en quelque sorte. Donc il y a une sorte d'impératif, mais l'impératif qui n'a pas besoin d'avoir une sorte de raison comme ça même sur un futur en quelque sorte, ou sur un quelque avenir radieux que ce soit. Il y a un impératif justement de rester debout, comme il dit. Il s'agit de rester debout, il s'agit effectivement de tenir bon. Alors certes, comme il dit, oui, jusqu'à la fin de la guerre, puisque la fin de la guerre est inévitable, et la victoire des Alliés est inévitable pratiquement depuis 1939 en quelque sorte. Peut-être, mais en même temps, elle peut être à l'infini en quelque sorte. Accepter de publier une préface que lui a écrit un de ses amis, et qui est une préface violemment antisémite, c'est pas uniquement tenir bon. C'est autre chose. En fait. Ah oui. C'est tout à fait autre chose. D'abord, c'est quand même. C'était à bien avant. Oui. Mais il dit c'est ma seule vengeance. Ma seule vengeance, c'était de la publier avec la préface. Alors, plus loin, là, en 1939, il dit je republierai bien justement depuis 2000 ans, mais sans la préface et sans explication. Parce que ce qu'on a oublié de dire, effectivement, c'est que cette histoire de 2000 ans, c'est ce qu'il appelle justement son affaire. L'affaire Sébastien, parce que ça a fait énormément de bruit. Et qu'il a été, je dirais en essence, compromis effectivement des deux côtés. C'est-à-dire tenu d'un côté, pour simplifier les choses, je dirais côté roumain, pour un youpin converti. C'est les expressions qu'il donne. Ah oui, Sébastien, ce youpin converti, je sais pas, c'est un médecin, etc., à qui on vend un billet de conférence, justement, que les autres disent, ah oui, tiens, Sébastien, ce youpin converti. Et de l'autre côté, justement, donc, et bien justement pour quelqu'un qui pactisait en quelque sorte avec l'antisémitisme d'une certaine façon, puisqu'il précisément il donnait la parole donc à Ionescu. En même temps, sans doute, les choses sont plus compliquées parce que il n'a pas demandé à Ionescu de lui faire une préface antisémite en quelque sorte. Non, mais même, je veux dire, ou s'adressant à Ionescu pour avoir une préface antisémite. Il se trouve qu'entre le moment où il a demandé et le moment où effectivement Ionescu avait un peu accentuer les choses, ou virer même un peu sa cutie, etc. On a quand même dans une période où... Parce que c'est ça aussi qu'on dise, c'est pas qu'il ait choisi finalement de manière un peu bizarre tous ses copains justement dans le clan des antisémites qui vont être les plus virulents justement à cette époque. Et c'est pour ça justement que ça fait du bruit justement en Roumanie, c'est que justement donc ils ont tous viré en quelque sorte depuis le début des années 30, en quelque sorte évidemment progressivement. Mais là, on se trouve évidemment avec la période du journal dans le moment justement où ça s'accentue et où ça arrive à son terme en quelque sorte ce mouvement. Ils ont tous viré très progressivement justement donc vers cette extrême droite. Et lui, donc c'est une question de fidélité à ses amis en quelque sorte. C'est pas qu'il ait des amitiés paradoxales en quelque sorte, c'est qu'il ne peut pas se détacher. Il essaie de se détacher des femmes et il y arrive en un certain sens, je crois, parce que là c'est quelque chose qu'on a un peu laissé de côté que tu avais annoncé sur la question de la jalousie. Je crois que la jalousie, c'est une des manières de se détacher des femmes. Enfin, en même temps d'y tenir, mais en même temps sans doute de s'en détacher. Mais je crois justement qu'il manifeste une sorte d'impossibilité en quelque sorte de se détacher de ses amitiés.
Et avec Eliade, c'est évidemment extrêmement frappant. Hein. Il y a des expressions, je ne peux pas m'empêcher de l'aimer. Enfin, l'expression est plus belle que ça d'ailleurs. Enfin, on pourrait y revenir éventuellement. Oui, enfin, bon, il y a aussi peut-être que d'abord, ses amis d'extrême droite tiennent à lui aussi, tout en l'insultant, continuent à l'appeler, à le voir. Mais je me demande s'il n'est pas très important chez lui le désir de ne pas se retrouver relégué dans un monde qui serait uniquement un monde juif, qui l'accueillerait, monde étriqué, sans débouché, monde enfermé. Parce que ce monde, il s'est dessiné à un moment en Roumanie comme il s'est dessiné en Allemagne, c'est-à-dire il y avait des écoles pour les juifs, il y avait des théâtres pour les juifs. En Allemagne, ça a été tragique de se retrouver pour des artistes, pour des peintres, pour des comédiens, dans ce monde-là étriqué où on est entre soi, on a comme public que soi-même. Est-ce que c'est ça, être juif? Est-ce que c'est être entre juifs? Enfin, excusez-moi de poser cette question. Sa dernière pièce se joue au théâtre juif. Oui. Et ces dernières possibilités d'enseignement se donnent dans un lycée juif et dans une école juive effectivement, qui continue effectivement à être ouverte pendant toute cette période. La préface antisémite, elle est complètement antisémite ou c'est juste des passages allusions? Non, ça ne doit pas être une allusion, mais ça je ne l'ai pas lu, là, c'est toi qui... La préface de Ionesco. De la lire, cette préface. Qu'est-ce que ça veut dire être antisémite? Est-ce qu'il y a trois adjectifs? Non, ça va loin, quoi, ça va loin. C'est tout, mais parce que le livre lui-même est complètement là-dessus, en quelque sorte. C'est la situation, justement, d'un juif en Roumanie, auparavant, en quelque sorte, c'est dans le début des années 30. Vous l'avez lu, la préface? Non, la préface, parce que le livre a été republié sans la préface de Ionesco, et par oui, tu avais dit, puisque en s'appuyant sur ce passage du journal, par là je satisfais à la volonté de Sébastien, puisqu'il aurait republié 2001 sans la préface et sans explication. Sans explication, c'était justement pour couper court à cette affaire Sébastien, puisqu'il a écrit un petit fascicule demandant comment je suis devenu un hooligan. Hooligan, c'est-à-dire un ultra, quoi, un extrémiste, d'une certaine façon. Et donc, il y avait eu toute une polémique, effectivement, autour. Donc, sans explication, c'était justement pour couper court, effectivement. Non, mais on peut lire les textes de Sioran, puisqu'il était très proche de Sioran, qu'on a republié, enfin, les textes antisémites de Sioran de cette époque. Ils sont à la fois d'une grande intelligence par moment, vraiment, moi je trouve, mais c'est d'une très grande violence, c'est-à-dire il y a un peuple exogène qu'il faut expulser, qui n'a pas sa place ici. D'ailleurs, il faut les expulser d'autant plus qu'en un sens ils nous sont supérieurs, on va jamais s'en sortir. Enfin, bon, il y a toutes sortes de choses, mais donc si ça va loin. Alors Naïl Ionescu, je crois, il n'est pas d'une qualité stylistique comparable à Sioran. Mais c'était un philosophe de l'histoire. Non, mais c'était Judas, etc. Enfin bon, il y a des extraits justement de cette préface dans la postface de Paris au livre. Je crois qu'on peut la trouver quelque part dans le... Non. Dans le cahier de Lerne. Ouais, ça m'étonnerait. Non. Non, il n'y a pas de cahier de Lerne d'ailleurs. Je dis les conneries. Non, je ne sais pas. On va demander. On s'arrête un petit peu. Non, au début du journal portugais, quelque chose comme ça, non? Pardon? Au début du journal portugais, je sais pas.